Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je fais la vidéo ce samedi de bonne heure pour faire le point un petit peu sur nos stratégies, nos portefeuilles. Alors tout d'abord, je rappelle que cette chaîne est purement pédagogique, ça sert à apprendre le trading, voir comment fonctionnent les marchés financiers. Tout ce qui est fait sur cette chaîne, c'est bientôt en démo. Je vous recommande d'ailleurs de télécharger le lien d'un compte démo qui se trouve sous cette vidéo pour pouvoir commencer en fin de compte à passer des ordres virtuels sur les marchés et puis essayer de voir si vous arrivez à gagner de l'argent en vous positionnant sur des niveaux stratégiques et avec une méthode que je vous explique. Je vous rappelle aussi que vous avez le groupe Facebook Trader Pro qui vous permet bien sûr de pouvoir échanger avec la communauté, voilà, vous avez tous les posts que je fais, je partage avec vous, on échange avec tous les abonnés. Donc ça c'est important aussi de s'abonner en complément de la chaîne YouTube, parce qu'on a la chaîne YouTube qui partage un petit peu les stratégies, comment on évolue sur les marchés, comment on se positionne. Vous avez aussi le suivi dans la semaine où on peut échanger entre nous. C'est une communauté de gens extrêmement sympathiques. Alors on filtre les personnes, tout le monde ne peut pas rentrer dans le groupe Trader Pro, même si ce groupe est gratuit. Voilà, on veut des personnes adultes, responsables et qui maintenir une qualité d'échange en fin de compte dans cette communauté. Je vous remercie aussi à tous ceux qui soutiennent la chaîne et vos pouces bleus parce on se rapproche des 1000 abonnés. C'est incroyable, 1000 abonnés et 1000 abonnés aussi sur le groupe Facebook. Donc c'est grâce à vous, donc je tenais à vous remercier de faire vivre cette chaîne et ce groupe Facebook, parce qu'au début c'était uniquement pour m'amuser que j'ai fait ça, mais là je vois que ça vous plaît énormément et que vous en redemandez. Écoutez, moi ça m'occupe aussi, ça me permet aussi de garder un contact avec le marché, puisque quand je suis en marché haussier, j'ai plus tendance à laisser courir mes positions et à moins trader, mais en marché baissier je suis beaucoup plus actif parce que c'est beaucoup plus nerveux et je dois suivre le marché plus précisément. Quand on est dans un creux de marché comme après la crise financière de 2009, il suffit d'acheter des actions en PEA et puis de laisser monter ces actions. Il n'y a rien à faire, regarder une fois par semaine ou une fois par mois pour réajuster ses positions, se renforcer, prendre des bénéfices. Je rappelle que quand j'achète long terme des valeurs, ce que je fais généralement, je me positionne avec un capital, par exemple un capital de 5000 euros sur une valeur, sur plusieurs niveaux, sur une large zone. Ça veut dire que je vais mettre plusieurs lignes de 500 euros et puis une fois que tous mes ordres sont enclenchés et que l'action progresse de 25%, généralement, je récupère le capital, les 5000 euros que j'avais mis, et je ne conserve que les bénéfices. Et après, j'attends des opportunités correctives sur le moyen terme ou court terme pour me repositionner avec mon capital et refaire la même chose et ainsi grossir ma ligne avec un PRU généralement de 0 euros, puisque généralement, quand j'arrive sur des records historiques comme en 2021, j'avais déjà récupéré une grosse partie de mon capital en fin de compte et j'ai soldé en août 2021 en fin de compte mes lignes d'achat qui étaient tous les bénéfices accumulés de ces dernières années. Et ça j'en reparlerai quand on sera dans un marché haussier. C'est beaucoup plus facile de trader, c'est pas du tout la même chose, c'est une autre méthode, mais la méthode restera la même, on rentrera toujours sur des larges niveaux avec des petites positions, mais c'est une méthode plus d'accumulation. Là on est dans un marché de pré-correctif, donc là ça oblige d'être beaucoup plus réactif. Le but en fin de compte avec notre compte de trading, c'est quoi? C'est de gagner des liquidités pour pouvoir acheter après, avoir de l'argent en fin de compte pour acheter dans un creux de marché, parce que le problème c'est que beaucoup de gens achètent sur des records historiques et quand il y a le creux de marché ils ont des pertes généralement et ils ne peuvent même pas acheter des valeurs à bas prix. Donc c'est important d'utiliser cette façon de trader pour gagner. Là on cherche à gagner de l'argent et cet argent, le but ce sera de l'investir demain, ce sera notre capital pour gagner dans un creux de marché, et ce capital on le fera tourner, on se positionnera, on récupérera ce capital, on conservera nos bénéfices et nos dividendes et on se repositionnera et ainsi de suite sur une plus longue période, puisque les marchés haussiers se montent beaucoup plus lentement et sur une longue période, alors que les marchés baissiers sont beaucoup plus rapides à la baisse et sur une courte période. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus actif. Alors, on va faire le point sur la situation économique fondamentale. Alors, peu de choses à changer par rapport à 2021. Quand j'ai vendu en 2021, bien sûr, j'anticipais une hausse de l'inflation et une hausse des taux d'intérêt qui impactera bien sûr la consommation des ménages qui représente 70% du PIB aux États-Unis. Alors en 2021, ce qu'on avait anticipé ces produits, souvenez-vous, on avait anticipé une hausse de l'inflation, un krach obligataire, la faillite de Crédit Suisse et d'Evergrande qui est toujours en cours.
et une correction des marchés vers les 5500 points, 5000 points à l'époque, ce qui nous avait permis d'engranger de très très belles fair-value et de faire une performance de plus de 200%. Alors aujourd'hui, l'inflation, moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Elle est actée. Alors les gens se réjouissent de voir une inflation à 4%, parce qu'elle a certes baissé, mais 4%, c'est encore plus de 100% par rapport aux 2% de l'objectif de la Fed. Elle est encore extrêmement élevée et ça a un impact. Alors l'inflation qu'on a depuis 2021 et la hausse des taux d'intérêt, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'impact de cette situation. Et cet impact, ça a bien sûr un impact direct sur la consommation des ménages. On le voit, vous le voyez tous, les factures d'électricité augmentent, de gaz, de carburant. Quand vous faites vos courses, les prix ont augmenté, ben tout ça, ça réduit votre pouvoir d'achat, même si les entreprises ont essayé d'augmenter les salaires, mais quand elles augmentent les salaires, ça grignote leur marge aussi. Alors tant que on augmente les salaires et les gens continuent à dépenser et à acheter, ça se passe bien, mais quand il y a une récession, ben voilà, ça faut payer plus cher des salariés, en plus l'entreprise gagne moins d'argent parce qu'elle vend moins. Donc moi je suis plus dans la prévision. Maintenant, ma cible maintenant, c'est vraiment une contraction de l'économie, une récession, peut-être même une stagnation, mais déjà parlons de récession à venir, parce qu'elle est inévitable, c'est cyclique. Après la crise de 2009, la crise financière, la Banque centrale, en utilisant cette politique monétaire ultra accommodante, en baissant ses taux proches de zéro, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a évité que la récession se passe, parce qu'elle aurait été extrêmement brutale, et il fallait faire quelque chose, sauf qu'il y a eu la crise Covid, et quand il y a eu la crise Covid, à ce moment-là, elle aurait dû relever ses taux, commencer et ça aurait été moins douloureux, mais le Covid a fait que la dette a explosé et les taux n'ont pas pu être baissés, donc en fin de compte l'économie s'est emballée et on est actuellement dans un emballement économique qui fait que la cupidité, les gens ont envie d'acheter, les gens sont persuadés d'ailleurs sur les marchés que les actions sont pas chères parce qu'ils regardent, ils comparent des graphiques entre 2009 et 2021 ou même 2023, les records, donc ils ont l'impression que quand une action a perdu 20%, elle est attractive. Mais non, souvenez-vous, ceux qui investissaient dans les années 2000-2010, quand une valeur faisait un plus haut, ces plus hauts en fin de compte, ils sont très éloignés des plus hauts actuels et il y a une distorsion du marché et il y aura un rattrapage. Alors, il faut être prudent. Pour moi, de toute façon, il est clair qu'on n'achète pas des actions long terme. Si vous avez des PEA et que vous souhaitez renforcer vos actions, pour moi, vous risquez de perdre de l'argent, c'est mon avis, ça ne tient que moi. Consultez un conseiller financier pour avoir plus d'informations. J'en recommande de très très bons chez Crédit Suisse, ils cherchent du travail actuellement. Voilà, donc moi je ne suis pas du tout à l'achat sur des actions, vous le savez, je suis à l'achat sur des actions uniquement quand le marché revient à un prix qui m'intéresse, et le prix c'est bien sûr ce que j'appelle les zones d'or sur mes graphiques, c'est là que j'achète des actions. Et quand j'achète dans la zone d'or, peu importe si j'ai un signal d'achat sur une valeur ou pas, parce que généralement quand l'indice revient dans la zone d'or, toutes les valeurs sont en signal de vente. Vous n'aurez aucun signal d'achat. Donc là, il faudra savoir acheter des bonnes valeurs. Et là, je vais vous faire des listes de valeurs. Généralement, on aura des listes de valeurs de 10 valeurs, les 10 meilleures valeurs. Alors, on aura des valeurs de rendement qui offrent des bons rendements et puis des valeurs de croissance. Alors, actuellement, l'autre problème, c'est que les investisseurs achètent des actions à des prix astronomiques, hors de prix, sur des prévisions de résultats qui sont euphoriques. Et quand je regarde les dividendes que versent ces actions, c'est dérisoire. Aujourd'hui, placer 10 000 euros sur un record historique de l'indice CAC 40, même si c'est une très belle valeur et que cette valeur vous offre 1,50 voire même 2%, c'est dérisoire puisque vous avez un potentiel baissier de 20% qui serait énorme pour votre portefeuille. Vous perdriez 2 000 euros. Et pour revoir ces plus hauts historiques, il vous faudrait des années de dividendes pour récupérer ça. Ça veut dire que vous allez vous retrouver bloqué avec des actions en perte pendant de longues années et vous pouvez peut-être ne pas revoir les records historiques de certaines valeurs pendant 15 ans. Regardez ce qui s'est passé depuis les années 2000. On a des valeurs qui ne sont jamais remontées. Il a fallu attendre des fois 10-15 ans pour pouvoir récupérer ces pertes et gagner un petit peu d'argent. Donc il est important d'être vigilant là-dessus. N'oublions pas le crack obligataire qui est très inquiétant. On a un crack obligataire, alors là je me rends compte, là je regardais sur de l'actualité où le crack obligataire, on a des assureurs dans l'assurance vie, dans tout, qui sont placés, des banques. Et donc tant que les clients ne réclament pas leur argent, en fin de compte, les obligations sont dans le compte, dans les portefeuilles des clients en perte, mais on n'acte pas de moins-value parce que si l'obligation arrive à échéance, il n'y aura pas de perte, le contrat sera rempli par l'assureur. Par contre, si vous retirez votre argent
et vous demandez à votre banquier ou votre assureur de clôturer votre contrat, lui il va être obligé de solder des obligations et là d'acter des pertes dans son livre de compte. Et là, c'est des pertes colossales qui peuvent se retrouver à devoir annoncer au marché dans les mois à venir. Donc attention, le crack obligataire, pour l'instant le marché obligataire s'est effondré. Je rappelle qu'un crack obligataire c'est pire qu'un crack sur le marché action pour l'économie mondiale. Donc ce crack obligataire, il a eu lieu, il est présent, on a vu les obligations se sont effondrées puisque les taux ont monté fortement. Et donc on n'a pas encore, les pertes ne sont pas encore publiées par le secteur bancaire et de l'assurance, et ça va arriver, c'est ce qui va déclencher une crise bancaire. J'ose même pas imaginer, quand on voit Evergrande, la dette colossale en Chine, tous ceux qui ont des obligations et qui sont adossés à Evergrande, les pertes vont être assez colossal. On a toujours cette guerre en Ukraine qui s'inquiète, et puis je postais un article ce matin sur au Kosovo, on sent que ça s'agite aussi militairement. On a la Chine avec Taïwan, on sent que c'est extrêmement tendu avec les États-Unis. On a toujours l'Afrique aussi, où là on a vu l'ambassadeur français qui a été rapatrié du Niger et tout. Enfin, c'est catastrophique ce qui se passe en Afrique. Donc voilà, on est vraiment dans un monde. On a l'Azerbaïdjan aussi. On est vraiment dans un monde où tout est, franchement, quand je regarde l'économie actuellement et la géopolitique, je ne comprends même pas que le marché ne se soit pas encore effondré. Mais alors pourquoi il ne s'effondre pas? C'est parce que les gens ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter des actions pour le moment, puisque tout s'effondre, les obligations sont effondrées, donc ils se sont réfugiés sur les actions. Sauf que maintenant, les marchés sont sur des records et tout le monde sait que les marchés vont subir une forte correction. Donc ce qui va se passer, je pense que les hedge funds vont certainement commencer à vendre leurs actions sur des prix records, encaisser des plus-values colossales qu'ils ont fait en quelques mois. D'autant qu'ils ont certainement joué la baisse aussi de 2021. Ils ont joué la baisse, ils ont joué la hausse, et là ils vont rejouer la baisse et pour aller sur le marché obligataire, puisqu'on se rend compte que des gens, par exemple, je recommandais de ne pas acheter l'action LVMH à 900 euros, c'était de la folie par rapport aux dividendes. Je crois que c'est 1,66% qu'elle donne, alors que sur des obligations d'État comme l'obligation italienne, où j'ai posté un article sur la dette italienne ce matin, vous êtes à plus de 4,5% de rendement. Ça veut dire que sur le monétaire, ça rapporte beaucoup plus que n'importe quelle action. Et le monétaire, lui, il est au plus bas. Les obligations sont au plus bas alors que les actions sont au plus haut. Ça veut dire que les investisseurs actuellement se ruent à acheter des actions à prix très très cher qui ne rémunèrent pas, et à côté, ils n'achètent pas des obligations qui ne valent rien et qui offrent des rendements considérables. Voilà un peu ce qui se passe, mais les gens ne le savent pas. Alors moi, dans cette optique, qu'est-ce que je veux faire pour les mois et les années à venir? Mon but, c'est simple, c'est de profiter d'une forte correction des marchés pour pouvoir revenir à l'achat sur les actions à bas prix. Et quand les actions se seront effondrées, naturellement le dividende aura explosé et j'aurai un cycle économique à venir pour les prochaines années qui sera intéressant. Donc ça, c'est vraiment ma stratégie. Alors pour l'instant, quand j'ai soldé mes valeurs en PEA, mon but ça a été d'ouvrir un compte de trading qui est très intéressant, et ça me permet avec un petit capital de lever du cash et de m'offrir des actions gratuites quand je serai dans le creux de marché, puisque c'est ce capital que j'utiliserai, plus bien sûr quelques économies que j'ai de côté. Alors on me dit souvent quel est le meilleur broker pour trader. Alors moi j'ai essayé tous les brokers, hein. J'ai tradé longtemps avec ProRealTime, j'ai tradé avec Saxo Bank, j'ai essayé tous les brokers, sauf quand je suis long terme, j'étais en PEA. À l'achat, je me pose la question si je ne vais pas passer long terme aussi avec XTB, puisque XTB propose des actions en dessous de 100 000 euros par mois sans frais. Donc ça veut dire que je peux investir sans frais, et quand je regarde avec un PEA, c'est sûr qu'on gagne, on paye moins d'impôts avec le PEA, mais d'un autre côté je gagne moins d'argent avec mon PEA parce que je peux moins faire tourner mes positions et j'ai moins d'effet de levier, j'ai pas les CFD. Ça veut dire que je pourrais être à l'achat en cash sur une action et couvrir ma position en vendant des CFD, et donc optimiser le rendement de mon portefeuille. Ça veut dire réinvestir les bénéfices que j'ai fait sur les corrections avec les CFD pour les remettre dans ma ligne au comptant et accélérer, ce qui m'éviterait de sortir mon capital pour garder uniquement mes bénéfices. Donc c'est beaucoup plus vain. Je suis en train de réfléchir à ça, mais ça j'en reparlerai quand on sera dans le creux de marché, mais pour l'instant on va jouer une correction. Alors XTB, je suis bien sûr partenaire de XTB. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont contacté. XTB m'avait dit voilà, vous faites du trading, on aime bien ce que vous faites, et voilà. Et ce qui m'avait séduit avec XTB, c'est que je leur ai dit, moi j'ai pris votre plateforme parce que c'est la meilleure, c'était pas du tout le but de faire un partenariat, et donc si je recommande XTB, c'est pas pour gagner de l'argent avec le partenariat, ça me rapporte des cacahuètes,
Par contre, c'est vraiment parce que c'est celle que j'utilise et c'est la meilleure. N'essayez même pas d'autres brokers. Je ne sais pas si vous avez vu l'action XTB, elle est cotée hein, sur le marché. Ce que ça représente, c'est pas un petit broker XTB. C'est quand même sécurisé aussi. Vos fonds sont en sécurité sur un compte CKS à BNP Paribas. Bref, voilà, c'est un broker de qualité. C'est pas une petite plateforme pour boursicoteurs, quoi. Et puis elle est vraiment très pratique à utiliser. Moi, elle a tous les atouts. Le seul inconvénient d'XTB, c'est bien sûr le fait qu'on ne puisse pas sauvegarder des gabarits, des écrans types. Par exemple, si vous avez des retracements mis sur un graphique, vous fermez le graphique, vous le rouvrez, il ne réapparaît pas si vous l'avez fermé. Et ça, c'est vraiment un point. Donc je verrai avec eux pour améliorer ça s'il y a moyen de faire quelque chose. Et puis XTB, surtout, ce que j'aime, c'est que ce n'est pas un broker qui gagne de l'argent sur ce client en les faisant perdre. Il y a beaucoup de brokers, le but c'est de voir des clients, ils savent très bien que le client dans 6 mois il sera perdu, il sera plus là, et ils s'en foutent, ils renouvellent. XTB, la politique c'est vraiment de garder leurs clients, et c'est ce qui m'avait séduit, et c'est pourquoi ils m'avaient contacté aussi à l'époque. C'est parce qu'ils savent très bien que j'accompagne intelligemment les gens dans le trading, je ne les fais pas prendre des risques énormes, et le management que je fais, c'est que les personnes qui me suivent, et ils pourront le publier hein, dans la communauté d'impro, ils ne sont pas ruinés en 15 jours, en un mois. C'est pas possible. S'ils appliquent une méthode saine comme je fais, et je le montre, en plus je le prouve, qu'on peut gagner prudemment, régulièrement sur les marchés. Alors on aura certainement des pertes par mois, mais vous ne vous réveillerez pas un matin avec votre perte en ayant perdu 20 ou 30 000 euros parce que vous avez mis un effet de levier stupide sur un produit. Quand je prends des positions sur les marchés, c'est toujours pour des raisons fondamentales et économiques. Et après, je vais utiliser l'analyse technique comme un outil, en fin de compte, pour me positionner. Ça me permet d'imaginer, si j'avais pas l'analyse technique et qu'il fallait que je passe mes ordres au téléphone, ce serait catastrophique. Voilà, moi, c'est vraiment un outil qui me permet d'aller plus vite sur le marché, mais c'est parce que j'ai un croisement de stochastique que je vais acheter. Alors, bien sûr, j'utilise des moyennes mobiles, parce que, des moyennes mobiles exponentielles, parce que j'utilise le prix. Moi, ce qui m'intéresse, ça me permet de visualiser le rapport de prix que j'ai par rapport à un graphique en visuel, mais derrière c'est parce que j'ai un signal de vente daily sur des moyennes mobiles exponentielles que je vais vendre l'actif si derrière économiquement tout me dit qu'il faut acheter et que c'est le moment d'acheter. Donc voilà, donc de toute façon vous pouvez toujours échanger avec moi, faire les points. Alors je sais qu'aussi alors pour XTB, le lien est sous cette vidéo, donc téléchargez un compte démo si vous êtes débutant, n'allez pas vous lancer en réel comme ça, entraînez-vous si vous êtes débutant, et puis tant que vous n'êtes pas au-dessus de 80% de trades gagnants, bah vous continuez avec votre compte démo, et puis le jour où vous êtes à l'aise et vous voyez que vous gagnez de l'argent régulièrement, et ben vous pouvez passer en réel et appliquer toujours la même stratégie. Mais vouloir passer en réel alors que vous ne gagnez pas en virtuel, c'est impossible de gagner en réel dans ce cas. Moi j'ai vu ce mois-ci, je suis extrêmement heureux de voir des membres de notre communauté qui ont affiché des performances supérieures aux miennes. Ça veut dire que je ne suis pas le meilleur en trading, hein. Je suis un trader moyen, mais voilà, qui arrive à tirer son épingle du jeu sur les marchés. Bah là, j'ai vu des gens qui ont fait ce mois-ci des 1000 euros, des 1500, des plus de 5000 euros pour certains, et avec des petits comptes, hein, pas des comptes de 20 000 euros comme moi. Donc chapeau, je rappelle quand même attention au levier, de pas 5000 euros si vous avez un petit compte, ça fait beaucoup, hein. Regardez, moi je trade avec 23 258 euros maintenant. Voilà, j'ai fait 1000 euros par mois. Moi généralement dans mon trading, j'essaye de faire entre 1000 et 1500 euros dans le mois avec 20 000 euros. Ça me permet d'éviter de prendre de risques et surtout de pouvoir m'étendre sur tout le marché, de jouer plusieurs indices. Plus vous avez de capital, en fin de compte, plus vous allez pouvoir jouer des indices et placer des ordres limites sur une plus grande structure de marché. Moins vous avez de capital, plus vous êtes obligé d'être restreint. Par exemple, si vous avez moins de 2000 euros, vous allez être sur le CAC 40 ou sur l'US 30 parce que c'est moins volatile. Et donc là, quand vous avez moins de chances que vos ordres soient exécutés. Moi, si je suis sur plusieurs indices, cette semaine, ça va être l'indice CAC où je vais être touché. Des fois, c'est tous, des fois, c'est un autre. Et ça me permet de capter du gain régulièrement. Et puis l'autre chose importante, c'est n'oubliez pas de prendre du gain régulièrement. En bourse, pour gagner, il faut prendre du gain. Si vous avez 10 euros de gain et que vous les prenez, c'est bien. Si vous ne les prenez pas, vous avez de grandes chances de les reperdre, même si vous pouvez les regagner après. Sauf que moi, j'aurais pris mes gains, mes 10 euros, je me serais replacé, j'aurais encore repris 10 euros. C'est pour ça que je vais beaucoup plus vite sur le marché que certains traders.
Alors, on va faire le point sur le portefeuille. Alors, sur le portefeuille, j'ai pris au marché 5 431 euros depuis la création du portefeuille qui débute au mois d'avril. Alors, vous voyez, on a débuté au mois d'avril ce portefeuille démo. J'ai pas cherché à faire 50 000 euros, c'est pas le but. Mais c'est exponentiel l'évolution d'un portefeuille et je ne suis pas étonné, je ne serais pas étonné que mon portefeuille double prochainement. Et vous voyez, j'ai fait des résultats moyens de seulement 8,85 euros et j'ai fait 614 trades. Donc ça me permet d'avoir un taux de 96,9% de prise de bénéfice. Ça veut dire que dans pratiquement plus de 95% des cas, je vais prendre des gains gagnants, enfin des trades gagnants. Ça c'est important. En termes de PIP, alors beaucoup n'aiment pas parler de PIP, moi j'aime bien parler de PIPs. Pourquoi? Parce que ça permet de mesurer en fin de compte les mouvements sur l'indice. On voit bien que je ne fais pas, je ne prends pas ces gains sur des mouvements de 10 à 15 points. Je prends ces gains sur des gros mouvements, ça veut dire que je maîtrise la tendance. Mes gains moyens, en fin de compte, quand je me positionne sur un indice, c'est 137 points. Alors on va me dire, oui, mais si tu utilises 10 lots, tu serais millionnaire. Oui, mais si j'utilisais 10 lots, la méthode ne fonctionnerait pas, je serais stressé, je prendrais des gains, je ne pourrais pas tenir mes positions. Donc c'est pour ça, il faut trouver un juste milieu. Donc là, on se rend compte que sur 614 trades, je suis en moyenne, je prends sur un indice 137 points. Donc ça, c'est excellent, et puis on voit bien cette courbe qui progresse. Le mois dernier, qu'est-ce qu'on avait fait? Le mois dernier, on va prendre le 0,1. J'ai été moins performant en septembre qu'en août. On va regarder. Au 31 août, hein, je crois, 23. Alors, voilà. Alors en août, j'ai été moins performant. J'ai été plus performant en août puisqu'on voit que on voit toujours mes ratios en 96,2. Bon, ça c'est mon compteur en fin de compte qui me permet de déterminer si je suis dans la tendance. Si je suis au-dessus de 80%, c'est que je suis dans la tendance. Et je suis dans la tendance, pourquoi? Parce que je fais que vendre actuellement. C'est pas parce que le marché monte que vous n'êtes pas dans le bon sens du marché. Donc j'ai fait 158 trades, 9,14 euros par trade, ça me fait 1443. Et au mois de septembre, je suis à 1069,95 euros. J'ai fait des résultats moyens de 7,28 euros, 147 trades. Et puis toujours, on voit bien que le pourcentage de trades gagnants est très intéressant. Donc on voit bien que c'est des petits gains, hein. J'ai pas fait énormément de trades. Alors c'est des trades avec ordre limite puisque je travaille en journée. Donc ce n'est pas des trades que j'exécute manuellement au marché. Et en termes de pips, on voit que je fais des résultats moyens sur le mois. En gros, je prends des 100 points sur mes trades, donc c'est très très bien. Et c'est 14 774 pips. Alors on va passer directement à l'analyse technique des marchés. On va voir ce qu'on a fait. On va revenir au portefeuille après. Alors sur ce mois en cours, hop, voilà. Bon, alors c'est tous les trades que j'ai fait. Donc on voit que j'ai été essentiellement à la vente ici, hein. On voit bien que c'était que de la vente. J'ai peut-être fait des achats peut-être sur le gaz, voilà, mais c'est que de la vente et on voit tous les ordres. Alors là, on se rend compte que on arrive à 1069 euros avec des toutes petites positions, hein. C'est du 0,01 lot, c'est XTB permet ça, donc c'est pour ça, prenez un compte XTB, fuyez les autres brokers, n'hésitez pas, ouvrez un compte et puis ouvrez-le avec le lien sous cette vidéo, ça me permettra de gagner un petit peu de sous pour développer cette chaîne et puis ce groupe Facebook. Alors voilà, c'est tous les trades que j'ai fait. Voilà, j'ai une petite perte dérisoire ici. Alors c'est souvent les pertes, quand je prends des pertes comme ça, c'est des erreurs en déplaçant mon ordre, soit parce que je suis avec mon smartphone ou voilà. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, c'est un mois qui est plutôt correct, hein. Je rappelle que si vous faites 12 fois ça, c'est 12 000 euros à l'année. On va regarder sur la semaine. La semaine, c'était voir un peu ce qu'on fait sur la semaine. Voilà, j'ai pas fait grand chose, hein, sur cette semaine, regardez. Voilà, mais par contre, j'ai fait que des prises de bénéfices gagnantes et puis toujours à l'avant. Alors le portefeuille, on va regarder le portefeuille, qu'est-ce qu'on a? Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, le cacao, j'étais en difficulté, hein, sur le cacao parce que je perdais pas mal. Mais comme j'avais des petites positions, je vous ai dit que je n'étais pas inquiet par rapport au niveau que je vendais. Et puis on voit bien que je perds plus que 169 euros sur cette position. Et j'ai pris du gain sur le cacao. Si on regarde depuis le début, alors XTB c'est bien pour suivre vos statistiques comme ça permet de voir où est-ce que vous êtes performant et où est-ce que vous devez travailler
Donc on voit que je suis gagnant de 150 euros sur le cacao depuis la création du portefeuille, ce qui veut dire que j'ai effacé quasiment mes pertes et je suis sur le cacao, si on regarde ici, je suis toujours sur des ventes records et on voit que ça veut dire que ces positions-là ne sont plus en perte maintenant et je peux me permettre d'être agressif, parce que je rappelle sur le cacao, je vise les 3300 points puis les 3000 dollars en fin de compte. Je joue une forme de tête à épaule, hein, ce mouvement-là. On va faire directement avec l'actif en même temps, ça va être intéressant. Voilà. Alors voilà, sur le cacao, je ne suis pas inquiet. Donc là, on voit, j'ai des ordres de 0,5 qui sont effacés, puisque mes pertes, comme je vous le disais dans le portefeuille, sont compensées par les gains que j'ai faits. Donc là, je passe sur du 0,1 parce que voilà, je veux capter vraiment de la volatilité. Donc je sais que si ça monte, je vais perdre sur ces positions-là. Mais ces positions-là, on peut dire qu'elles sont limitées en impact sur mon portefeuille. Donc voilà, je suis plus à jouer. Alors on va asseoir un mouvement là et ce mouvement-là, ici. Mais je suis plus à favoriser peut-être une poussée, enfin ce que j'espère, hein, souvenez-vous, hein, comme moi je dis souvent, quand voilà, je suis plus à jouer ce mouvement-là. Quand je vends le marché, quand j'ai des positions vendeuses comme ça et que je vends le marché, ce que je veux c'est que ça monte. Je n'ai pas envie que ça baisse tout de suite, je veux là, on me dirait mais oui mais tu perds de l'argent et tout, bah oui mais moi j'ai envie que ça monte, parce que j'ai envie de vendre des prix forts, j'achète pas des prix bas, je vends des prix forts et donc voilà, donc là, et ces ordres on va les chercher, on voit bien que mes ordres limites, on vise les 3000 dollars à peu près, et ces ordres là je fais, alors ces ordres là par contre, je vise le premier support, ils me servent à réduire mon prix de revient ici, ces ordres là, je vise des prises de bénéfices sur ce support là. Pourquoi? Parce que je vends des prix historiquement élevés. On voit bien que je ne vends pas au plus bas, hein. On était là en 2014, donc là je vends des prix forts, ça m'intéresse. Donc peu d'inquiétude sur le cacao, sachant que je trade avec des points. L'Italie, j'ai fait un petit article sur l'Italie sur la dette. Alors l'Italie, 365 euros, ça me pose problème l'Italie. Je vais voir où j'en suis dans mes prises de bénéfices. Italie. Bon, Italie, j'ai 553 euros de prix sur l'indice italien. Donc voilà, c'est un indice qui est assez confortable pour moi à trader. Même si je suis en perte encore de 365 euros. Donc je suis peu inquiet. L'Italie a une forte progression. On voit bien, on a les pics haussiers ici, pics haussiers, pics haussiers, pics haussiers. Donc il nous manque là, il nous manque un mouvement ici. Donc voilà, je vise un retour à 25 800 au minimum. Donc voilà, donc ça peut encore monter, s'accrocher, mais c'est là que je prends mes bénéfices sur l'indice italien. Donc on voit bien, ce sera sur ce niveau-là. Donc on voit bien que sur un ordre comme ça, par exemple, c'est 132 euros de gain que je prends ici. C'est pas grand chose, mais c'est parce que je n'ai pas envie de prendre une perte importante si jamais je me trompais et que ça évoluait, même si je suis convaincu qu'on va revenir vers les 5800. Et je rappelle que l'indice italien, j'achète uniquement dans cette zone d'or ici. C'est-à-dire qu'on a un potentiel baissier. Je suis plus à jouer un mouvement sur l'indice italien de ce type ici. Et puis un moment un pic baissier, puis une grosse remontée rapide, et après une stabilisation. On va plus rentrer dans une phase de range, on va pas revenir sur des records historiques comme ça avant des années à cause des dettes. Le Japon, bah, lui il me pose toujours problème, je suis toujours perdant sur le Japon, donc là le Japon c'est un problème technique sur le Japon, c'est à cause de la faiblesse du yen, donc voilà, mais on n'a pas fait de plus haut par rapport au précédent plus haut, donc on est plus dans un petit canal, donc qui va me permettre de travailler un petit peu le Japon. Alors rester à l'écart du Japon, moi je vais le travailler, donc je vais pouvoir sortir en gain et limiter mer. Voilà, on est plus à, je vise quand même les 27 500 sur l'indice Nikkei. Voilà, mais il faudra vraiment que les politiques de la BOJ, voilà, et après je vise vraiment une accélération vers ce niveau-là. Mais voilà, il va falloir que les taux d'intérêt augmentent et que l'inflation mette la pression sur la Banque du Japon. Voilà, donc je vais continuer à vendre ça. Qu'est-ce que j'ai fait en gain sur le Nikkei? J'ai pas dû faire grand chose. On va voir. Ouais, des fois, on a toujours. Alors, on a deux indices, qu'il y en a un qui a été basculé sur le. Celui-là n'est plus coté. Les ordres sont toujours actifs, mais vous ne pouvez plus passer d'ordre. Et c'est sur celui-là maintenant. Ils ont fait rouler l'indice en fin de compte chez XTB, donc c'est pas gênant. Bon, je suis à 558 euros, donc là on voit par contre, je suis à un point faible. Je suis à 558 euros alors que je perds encore 1300 euros. Bon, ce qui veut dire que j'ai du potentiel de gain à récupérer. Hein, si ça baisse, mon portefeuille qui est à 25 429 euros au solde, bah ici ça va se rapprocher de ce solde-là. Donc là on est en portefeuille 3258 sur 20 000, on est largement à plus de 10%, on doit être pas loin de 14% de performance sur l'année, donc c'est très très bien.
Nvidia, je continue à vendre Nvidia. Donc là, je suis en perte de 131 euros. Donc on voit que je suis en train de vendre à nouveau l'action Nvidia. Nvidia, on en est où? Alors Nvidia, je sais que je suis en gain parce qu'on a regardé ça la semaine dernière. Nvidia, j'ai regardé, voilà. Bon. Nvidia, c'est confortable pour moi, je suis à 594 euros de gain. Donc bien sûr, là je perds encore 131 euros, mais mes gains compensent largement. Et Nvidia, on voit bien que je suis en train de revendre Nvidia. Alors ce qui est intéressant sur Nvidia, on voit bien qu'on a un signal de vente, EMA ici, et qui est renforcé par les trois EMA sont en train de casser la SMA 200. Donc là, vous avez une grande chance qu'on est sur une reprise technique. Hein. On voit bien ce support ici. On est des acheteurs, etc. Donc on va peut-être essayer de pousser et peut-être même essayer de revenir là pour faire ce qu'on appelle une tête à épaule. Et après, je vise les 300, les 310 $, surtout les 380. On voit bien que j'ai deux lignes. Cette ligne-là, elle vient cher. Cette ligne-là, c'est une ligne qui va prendre 460 euros sur les 310 à peu près. Ici, on va se mettre ici, voilà. Donc ça, je vais garder ça. Bah, je ne peux pas modifier mes ordres sur les actions en cours. Et puis voilà, j'ai un ordre qui a été exécuté dernièrement où là, c'est 443 euros. Donc voilà, donc je joue ce mouvement-là. Alors sur le long terme, je ne suis pas du tout à l'achat sur Nvidia. On l'avait vendu en 2021. Nous, on avait fait toute cette baisse ici. Quand on vendait sur ces niveaux-là, on visait la zone d'or. Donc maintenant, cette zone-là, on voit bien que la zone d'or a évolué sur Nvidia. Donc notre zone d'achat maintenant sur Nvidia, c'est le prix là. Ce qui veut dire que les gens qui achètent sur des records historiques ici, ils ont de grandes chances de perdre entre 50 et 60% de leur capital. Alors que nous, quand on achètera là, on aura un potentiel haussier de minimum de 60%. Donc on surveillera ça, mais pour l'instant aucun intérêt d'acheter cette folie acheteuse ultra spéculative. Je rappelle où on était en 2017 et là on est en 2020. Alors je veux bien qu'il y a, mais ça a été l'IA, la correction, la panique, la remontée. Et là on peut dire que c'est l'IA, mais ça c'est tous les petits investisseurs influencés qui se ruent à l'achat. Donc sur le portefeuille, et j'ai Lucas 100, je perds 57 euros quand même sur l'indice britannique, et l'économie britannique va mal, hein. Mais l'indice s'accroche, donc c'est intéressant pour nous de vendre des prix forts. Donc voilà, bah là j'ai pas fait grand chose, j'ai 141 euros, donc on voit bien que j'ai pas tradé beaucoup cet indice et je perds 57 euros, donc mes pertes sont effacées. Donc je vais continuer à travailler les indices. Donc on va regarder ce que je vais faire sur les indices ou placer les ordres. Alors l'autre avantage d'XTB, c'est que vous pouvez passer vos ordres sur les indices le week-end comme on est sur du CFD. Donc ça c'est excellent. Donc on va sur le CAC, hein. J'ai fait plusieurs allers-retours, j'ai vendu plusieurs fois les 7166 et j'ai pris des gains parce que j'estime qu'on est dans une phase, de stabilisation. On va monter comme ça, s'accrocher. Peut-être une poussée excessive là, mais j'y crois pas. Et puis après, vous allez naturellement aller vers les 6400 points. Donc là, dès que ça va monter, on va profiter. Hein, les acheteurs s'accrochent. Donc j'ai fait plusieurs ventes ici. Si on prend la semaine dernière, si je prends sur le CAC, donc c'est des tout petits gains. Hein, CAC 40 et cette semaine. Voilà, j'ai fait 166 ans et puis on voit, regardez, quand je vous dis de prendre des gains, c'est des gains de 2,38. On voit souvent, j'ai vendu plusieurs fois ici. Sur le CAC, je dis, c'est les derniers ordres que j'ai vendus. On va se mettre sur le mois pour voir un peu, où est-ce qu'on a vendu énormément. Là, on est sur le CAC 40, voilà. Alors là, on voit, si on prend les prix, on voit on a vendu les 7003, on a vendu énormément ici. Et là, dernièrement, les derniers prix de clôture, on voit que j'ai vendu plusieurs fois ici, les 7200, 7255, toute cette zone a été vendue, ce qui me permet de faire des gains tranquilles. Donc on voit que le CAC, c'est quelque chose qui paye pas dur, puisque c'est peu volatile, hein, avec ma stratégie. Mais voilà, mais ça permet de faire des gains sur 389 euros. Bon, bah voilà, on trade ça. Et puis petit à petit, quand le portefeuille va grossir, je vais passer avec des 0 de lot, ce qui va être beaucoup plus. On voit que je commence à passer sur du 0 de lot sur certaines positions. C'est vraiment sur des gros niveaux. Donc le CAC 40, moi je suis là, je vais rester comme ça. Et on va aller chercher les 6800 points dans un second temps. Donc là, c'est pour les semaines à venir. Là, je vais toujours rester là, sachant que je vais ici. Hein. C'est-à-dire que quand on va tomber ici, je vais prendre mes gains sur ces positions-là. Et ces lignes-là, en fin de compte, elles vont se décaler ici. Elles vont être plus bas pour aller chercher ainsi. On accompagne le marché
de cette façon. Donc voilà, donc le CAC je reste là, prochain support c'est ce niveau là, bon c'est cohérent avec, avec ce point bas là, mais nous ce qui nous intéresse c'est le prix des 6800. Donc voilà, donc je vends cette zone, toute cette grosse zone, même si on avait une poussée, hein, on voit bien que si j'avais cette position là, ce serait une perte de 63 euros, c'est dérisoire par rapport à mon capital. Donc voilà, on peut même revenir tester, c'est pour ça qu'il faut être prudent sur un effet d'annonce, une poussée comme ça, piéger les acheteurs. Mais voilà, mais la direction, c'est que de toute façon, dans les mois à venir, on sera sur les 6400 points pour moi, et c'est la stratégie que je joue par rapport aux fondamentaux. Le DAX, j'ai fait des sous sur le DAX, j'ai dû vendre ce niveau-là et prendre des bénéfices aussi. On va regarder le DAX. Il est là, DAX, on va prendre sur le mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai fait sur le DAX? J'ai pas eu beaucoup d'ordres d'enclencher. Voilà, 136 euros sur le DAX, c'est pas grand chose. On voit, on a fait des beaux gains, on a vendu les 15 000, on voit beaucoup les 15 000 proches des 16 000. Et les dernières clôtures que j'ai fait, c'est 15 583. J'avais laissé un ordre certainement, ben voilà, sur ce niveau-là, mon ordre a été exécuté, j'ai pris vendredi mes bénéfices sur cette accélération. Voilà, le but c'est de me reprendre parce que j'estime que voilà, on peut encore s'accrocher, mon beau signal de vente H4 ici. Le SP500, on n'a pas fait de plus bas, donc voilà. Le DAX, on n'a pas fait de plus bas. Alors on n'a pas fait de plus bas, je sais, parce que j'ai pas eu à agrandir mon retracement baissier. On n'a pas fait de plus bas ici, donc voilà, on est dans une phase de rebond technique, donc je vais certainement pouvoir vendre ici pour aller chercher ensuite les niveaux inférieurs, les 4200 points. Ici on n'a pas fait de plus bas, là j'avais pas été exécuté sur l'US 30, US 30 j'ai pas dû être exécuté. Je fais 68 euros, mon dernier ordre de clôture le 20 à 3492, j'avais été exécuté. Ah si, j'avais été exécuté, j'ai été touché là et j'ai pris mes gains. J'ai pris mes gains ici, les 11,82 euros. Donc c'est ça de prix, c'est toujours bon à prendre. Puis là on voit bien les ordres, en plus on a toute cette zone de vente ici, ça veut dire que là je vais vraiment chercher à capter comme ça, hop, et puis après aller chercher les niveaux inférieurs. Là le piège c'est ceux qui vendent ici, hein. Ceux qui vendent ici en se disant ah ça va tomber, je vais pas pouvoir vendre, j'ai pas d'ordre. Donc c'est sûr que si j'avais pas d'ordre, je serais embêté, j'aurais pas tout soldé. Mais si je me permets de solder, c'est qu'on voit que derrière, on voit que je suis à la vente sur le cacao, j'ai le Japon, tout ça, donc ça baissera toutes ces valeurs. Je suis quand même présent sur le marché baissier et j'ai déjà fait des beaux gains derrière. Donc là je cherche vraiment du rebond, profiter d'excès, on revient toujours dans les pullbacks, on a eu le signal de vente, un pullback ici. Donc après mes ordres je vais les accompagner de toute façon, ça va durer des semaines et des semaines, donc je vais toujours capter du gain par moment. Voilà, et voilà, sur le Dow Jones, là, je vise les 28 300 points toujours, hein, donc je vais jouer une baisse comme ça qui va durer plusieurs mois. Faudra cependant garder quelques lignes de fond. Je pense que sur ce rebond-là, il faudra garder des lignes de fond en cas de crack, hein, si le marché s'effondrait brutalement de 15 à 20%. Le Nasdaq, voilà, les traders ont joué un... Alors moi je joue pas les achats, hein, je joue jamais contre les fondamentaux, même si je savais par exemple ici qu'il y avait de grandes chances d'avoir un rebond, c'est pour ça que j'ai pris mes gains, hein, sur le Nasdaq. Le Nasdaq 100, j'avais pris mes gains, Nasdaq, j'ai dû faire des gains dessus, US 100... Voilà, sur le Nasdaq, mois de septembre, ouais, j'ai fait 232 euros, j'ai fait que des ventes, hein, donc on voit bien que, en fin de compte, quand ce rebond-là, en fin de compte, j'en ai profité parce que j'ai pris mes gains. J'ai anticipé ce rebond, donc je savais qu'il y avait un petit rebond, donc je prends mes gains, mais je passe pas à l'achat non plus. Pourquoi je passe pas à l'achat? La situation est tellement dramatique sur les marchés que je suis pas à l'abri un lundi de me réveiller et puis de voir le Nasdaq au plus bas. J'ai plus de chances d'avoir une surprise de forte baisse qu'une envolée du marché. L'envolée du marché, elle a déjà eu lieu, hein, si vous regardez sur ce niveau-là, voilà, on a eu la poussée, donc... c'est comme vouloir vendre ici, je vends pas quand... Moi j'ai vendu dans le haut, hein, en 2021, j'ai pris mes bénéfices, mais en prenant mes bénéfices c'est comme si j'achetais. Sauf que là quand je prends mes bénéfices j'achète, je me dis ok, je vais me replacer en vente sur des niveaux supérieurs. Donc, je suis pas du tout dans la stratégie d'achat. On a un signal de vente MAH4, on a des plus hauts de plus en plus bas.
On a juste marqué ce support, donc si on a une poussée, ce que je pense, et après la correction, c'est les 13 600 derrière. Donc voilà, donc je reste vendeur bien évidemment du Nasdaq avec ce qui se passe sur les taux d'intérêt de l'économie. On est sous la SMA 200, voilà, et puis fondamentalement, moi je suis pas à l'achat. Donc voilà, donc le Nasdaq, on est plus dans un mouvement, peut-être qu'on pourrait même faire ça un lundi, voilà, mais si ça monte, je vais vendre le Nasdaq et après je vais aller chercher ces niveaux-là, les 12 800 points. Donc voilà, donc là j'ai pas d'ordre à replacer tellement hein, sur le Nasdaq, on voit bien là j'ai un ordre dans les MA, j'en ai quasiment deux dans les MA sur les 23-38, donc là ces deux ordres ils sont judicieux. J'ai vraiment cette zone de résistance, on voit bien les trois retracements ici en haut par rapport à la proximité du canal. Donc là je suis bien, c'est vraiment, je pourrais presque en mettre un là ici, mais le problème sur le Nasdaq, on voit ça monte tout de suite, c'est tout de suite 150 euros de perte, donc il faut que je puisse tenir mes positions si j'avais des excès et que ça ne me mette pas en danger non plus. Les small cap on vend pas parce que le marché s'est effondré, ça a plus stagné, même si ça va aller à 1400. On pourrait mettre un ordre quand même si vraiment on avait un excès de spéculation. On peut passer en graphique en ligne, donc graphique en ligne on voit directement, ça c'est intéressant de voir, on voit tout de suite la zone de support. On est vraiment dans une phase de range ici. C'est vraiment alors le graphique en ligne comme ça vous permet de bien voir les plus bas et les plus hauts et de filtrer. Si je passe sur des bougies Akinashing par exemple, vous voyez c'est un peu plus voilà. Donc en gros quand je place des ordres sur un plus haut, moi je me place toujours sur le plus haut le plus haut du graphique en ligne. Par exemple là je me place là, mais je me place pas sur la mèche. Ici c'est le prix moyen, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà. Donc là on pourrait dire, on va se mettre par principe, si jamais les acheteurs avaient envie d'acheter, on pourrait déjà être vendeur de cette zone là sans aucune hésitation, en mettant une petite pression, parce que même si on montait pour casser ça, on aurait une phase de repli. Alors, on va laisser comme ça si jamais il y avait une poussée. Là je lâcherais pas mal, mais genre là pareil c'est inutile de mettre les deux là. Vous en avez déjà un là, soit vous mettez pas celui-là, vous mettez plutôt entre les deux, vous lissez votre prix de revient. Votre intérêt c'est d'avoir un prix entre les deux, plus proche des 2000. Et là vous allez chercher pareil, si jamais vous avez l'opportunité, vous mettez sur le plus bas ici. Là ici c'est pas mal, ça vous fera des gains assez copieux, même si ça peut aller plus bas. Et puis le dernier vous le gardez, vous allez chercher le plus bas. On pourra toujours mettre un stop en dessous de notre prix d'achat. Bon voilà, donc les small caps c'est le massacre, hein. Beaucoup de valeurs actuellement sur les marchés, on se rend compte que les marchés battent des records, tout le monde a l'impression que les marchés montent, qu'il y a une force acheteuse, c'est incroyable, c'est bullish à fond. Et puis on regarde des valeurs comme Téléperformance, Atos, enfin on voit plein de valeurs que beaucoup d'influenceurs ont qui se sont effondrées, et les valeurs s'effondrent les unes après les autres, et les gens ne voient pas ces valeurs s'effondrer puisqu'ils ont les yeux toujours rivés sur les indices et quelques valeurs qui surperforment. Mais c'est un effondrement. Prenez la valeur Chargeur, Grainvolts, enfin bref, toutes les valeurs perdent. Aujourd'hui, je suis convaincu que beaucoup d'investisseurs qui ont acheté sur des actions sont en train de voir leur plus-value baisser, leur portefeuille baisser, et voir des actions petit à petit qui tombent en perte de moins 10, moins 15, et ça commence à augmenter ce nombre de lignes perdantes, et ça va s'accentuer jusqu'à un moment où il va y avoir le phénomène de panique et la forte baisse sur les marchés. Lucas 100, bah toujours pareil, je continue à vendre. Alors on voit bien que je vends ces zones-là. Petite là c'est du 0,2, ouais, ça fait 51 euros là sur un gros mouvement. Donc c'est voilà, je vise les 7000 points dessus. Donc ça on va aller chercher toujours pareil. On a vu tout à l'heure où j'en étais sur le 400. Voilà, là je suis très bien, je suis pas inquiet. On sent que cette force acheteuse. Alors bien sûr quand les indices montent comme ça, souvent, et que ça paraît irréel, c'est juste simplement parce que leur monnaie s'effondre. Donc il y a un ajustement un petit peu comme en Turquie, quand on a vu la livre turque s'effondrer, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Votre argent ne vaut plus rien, ben, j'achète des actions, comme ça au moins j'ai une part d'entreprise qui vaut elle quelque chose. Donc ça c'est... Et donc vous êtes dilué à l'international en fin de compte. Mais ça c'est toujours temporaire. L'Italie, ben, l'Italie je vends, on a vu, hein, je continue à vendre. Alors je joue la dette italienne, hein, et puis quelque chose de systémique en Europe. Donc là on voit toujours, hein, je vends les excès, un petit signal de vente H4 qui est assez sympathique en plus avec validation par la SMA, donc les plus hauts de plus en plus bas, donc voilà, donc ça s'accroche, on peut encore être dépoussé, on est dans une phase de range jusqu'à un moment où on va aller chercher les 25 800 qui est ma cible. Voilà, bon, là je vais rester comme ça pour les jours et semaines à venir. Alors je m'autorise même, hein, comme j'ai des petites positions, une poussée, hein, sur ce niveau là, je serais bien sûr, je ne suis pas acheteur, tout ce qui, si ça monte, je suis vendeur de toute façon et faire tourner mes positions.
Le Nikkei, je reste comme ça. Signal de vente H4. On est en train de doubler le signal avec la SMA. On est dans une phase d'hésitation de range. On attend une info, on attend quelque chose. Donc là, je vends toujours la zone d'or mineure et la zone d'or majeure, cette zone-là, pour aller chercher bien sûr des mouvements. Donc on peut encore baisser comme ça, peut-être pousser là. Et puis on va essayer de revenir. Et puis je vais aller chercher un mouvement baissier sur le Nikkei, donc ces ordres là, donc je vais aller chercher des mouvements inférieurs. Alors des fois vous voyez j'ai mis mon ordre à 27 600 ici, mais voilà, mais en vrai je prendrai mes gains beaucoup plus tôt puisque je me replacerai derrière. Le Natgaz, on est toujours à l'achat sur le Nasdaq. Alors on a vu sur le Nasdaq que j'ai une position en perte, mais c'est une position gagnante, hein. J'ai eu du rollover, ça veut dire qu'en fin de compte, il réajuste les contrats CFD avec les contrats futurs. Et donc là, je suis à 2,75 euros de prix d'ouverture et je suis à 2,93 en cours. Donc en gros, je ne perds pas 56 euros, j'ai été compensé par le rotor, j'ai été crédité en fin de compte. Et on voit bien que là, et vous pouvez retrouver votre position gagnante, si vous cliquez dessus, on voit que je suis en gain de 51 euros dessus. Donc le Natgaz, on commence, donc on voit bien que j'ai 0,1, j'avais soldé des bénéfices sur le Nasdaq, Natgaz, bon là j'ai fait 40 euros, on a vu, hein, j'ai fait des petits gains dessus, mais surtout depuis la création du portefeuille, je suis à, je suis à 418 euros, donc ce qui est tout à fait correct, c'est bon à prendre 418 euros, sans prendre de risques en plus, en s'amusant sur les marchés. Donc là voilà, donc on voit bien que j'ai plus que 0,1, mais j'ai regardé derrière, j'ai un ordre d'achat de 0,1 aussi que j'ai rajouté. Si je verse ça, il va peut-être apparaître. Je vais virer mon... Bon voilà, j'ai une position en cours, mais on va supprimer pour voir sur le graphique ordre ouvert. Donc voilà, on voit que j'ai replacé un ordre au niveau, parce que en fin de compte j'avais 0,2, c'est monté, j'ai pris mes 0,1, donc il me reste les 0,1, les 50 euros que je gagne, et j'ai remis un ordre au même niveau. Pour toujours pareil, on va aller chercher le niveau, ma cible que j'ai depuis quelques temps, c'est ce niveau-là, hein, les 3,32. Hein. Donc je suis vraiment dans ce mouvement de, voilà, on va tester, on va certainement refaire un plus haut comme ça, ici. Après on aura une correction et on va aller ici. Alors quand on va faire le plus haut, bah, bien sûr, je vais ajuster mon retracement comme ça, et je vais remonter tous mes ordres sur ce retracement. Pour l'instant, on n'a pas fait de plus haut. Notre retracement est toujours ici. Donc, je suis plus à prendre des bénéfices sur des accélérations, à me projeter sur ce niveau-là, pour que quand il y a un plus haut, je vais ajuster mon retracement et là remonter tous mes ordres pour aller chercher les 3,32. Sachant que la cible, le potentiel pour moi raisonnable, c'est les 3,60, les 3,80 qui correspondent au 23% du grand mouvement baissier. Je rappelle qu'un retracement, ça se met toujours entre des plus hauts et des plus bas historiques. Donc là, le retracement baissier du Nasdaq, c'est le plus haut historique est là et le plus bas historique, ça vous donne la zone de résistance, c'est les 3,80 ici. Et quand vous utilisez un retracement, c'est toujours le plus bas historique et le plus haut historique. Ça sert à rien de mettre des retracements, même si vous pouvez les utiliser sur des mouvements 4 heures, c'est un peu, c'est juste vraiment pour optimiser. Mais les gros niveaux, c'est ceux-là que les traders travaillent. Donc voilà, donc là pour l'instant je suis comme ça, mais il y a de grandes chances qu'on fasse un plus haut et que mes ordres soient remontés. Donc là je suis sur du 0,1 parce que j'ai un ordre derrière, comme je vous l'ai montré, un ordre ouvert de 0,1. Donc je vais me retrouver, quand on va revenir, je vais me retrouver à 0,2. J'aurais perdu mes 50 euros par contre, hein. N'oubliez pas ça. Mais ça me permet d'avoir une ligne de fond pour aller poursuivre le Nasdaq. On pourrait même, on voit bien là, on voit bien que les plus hauts sont de plus en plus hauts. Là, on a changé de tendance en daily, on va commencer à être intéressant. On voit bien, bah là ça y est, hein, ça commence à partir. Regardez, on a un beau signal H4 SMA daily, là, les signaux que j'adore. On a un beau signal qui est en train de se faire, donc bien sûr on va avoir une accélération et le pullback sur le Nasdaq, on va bien sûr en profiter parce qu'on a des ordres limites. Donc là, on voit bien, c'est les belles zones à acheter en cas de mouvement de panique, de forte baisse. Cette zone-là est très très bien, les 38,50. Mais toute cette zone d'or, souvenez-vous, hein, je vous disais, à partir de sous les 2,20, là, j'étais à l'achat long terme, on se posait plus de questions. Donc là, un petit signal H4, moi ça me plaît. Je vais même remonter mon ordre. Je pourrais même me mettre dans la MA, là, ici, vraiment sur la MA pour capter 2,80. Bon, je vais le laisser là, je verrai lundi, mais là ça sent bon. Hein. Ça sent bon ceux qui ont des positions sur le Natgaz. Hein. Alors bien sûr, ceux qui achètent ici, là, bah, c'est pas un bon conseil, parce que si vous achetez ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez de grandes chances d'avoir le pullback. Je rappelle que quand on a un signal d'achat, c'est parce que le cours a monté.
Donc on ne se place jamais sur le haut du marché, on attend toujours la correction, le pullback dans les MA pour se placer. Que là, c'est les retardataires. Donc vous achetez ici, tout le monde va se mettre à acheter ici, puis d'un coup ça va baisser ici. Et là, vous allez retrouver en perte de 12% et vous prendrez vos pertes, alors que nous, les membres de Trader Pro, on sera en train d'acheter. En fin de compte, vous nous vendrez ce que nous, on veut acheter. Donc attention à ça. Toujours, hein, je rappelle, je vais refaire un petit point technique pour vous montrer comment on se positionne sur les marchés. Voilà. Pour le cacao, on a vu, hein, c'est toujours pareil. Je suis un cacao, voilà. Donc là, on risque d'avoir un rebond. On voit bien, on revient dans le EMA, on a fait la correction, mais voilà, à un moment, on va un croisement EMA qui va se faire parce que la tendance a duré trop longtemps et il faut bien que les gens prennent leurs bénéfices. Puis on a ce signal H4 qui est là, on doit être déjà en signal de vente H1. Donc voilà, bon, cas concret d'un signal de vente sur un graphique. Déjà, vous ne pouvez jamais acheter quand vous êtes sous les MA. Ici, vous ne pouvez pas acheter. Là, ici, vous pouvez acheter les pullbacks. Là, vous ne pouvez plus acheter les pullbacks. La tendance baissière, elle s'est terminée sur ce niveau-là. Ici, vous avez un pré-signal, l'accroisement des deux MA. Pré-signal qui vous dit, hop, attention, ça sent mauvais. C'est normal, vous avez ce pré-signal parce que ça a baissé forcément. Vous avez eu le pullback ici. Vous dites, oh là là, ça sent mauvais parce que derrière, regardez, vous avez la deuxième baisse. Ça veut dire que vous avez ici un signal MA confirmé. C'est les trois moyennes ont croisé. Donc là, vous êtes baissé. Donc à partir de ce moment-là, vous dites, ok, la tendance est baissière, je vends le pullback. Ça veut dire que vous placez des ordres dans les MA. J'aurais placé 3 ordres ici. Sur les 3 MA, j'aurais mis mes ordres là. Parce que quand vous avez ce signal de vente ici, vous êtes ici. Ça veut dire que si vous vendez là, vous perdez. Moi, quand on est là, je mets mes ordres ici. Le cours remonte, tous mes ordres limites sont enclenchés, alors que je suis peut-être au travail. Et après, ça descend. Deuxième confirmation, c'est les 3 MA qui croisent la SMA 200. Ça veut dire que ce signal de vente baissier 4 heures a de fortes chances de générer la même chose en daily. Ça veut dire qu'en daily, on risque d'avoir ce petit croisement ici, après le croisement de la deuxième MA, et les 3 MA ici. Et c'est ce que je vous disais, enfin en 4 heures, je veux dire. Donc là, on est en train de le faire. Croisement 4 heures, daily, on est en train de faire la même chose qu'en 1 heure. Et donc, à un moment, on va vendre le pullback. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vendre le pullback pour aller chercher plus bas. Et puis ensuite, vous allez passer à la tendance supérieure. Vous allez regarder en daily. Ah, vous avez croisé ici, vous avez croisé les MA. Vous serez certainement sur les 3000 $. Bah là, vous aurez pris vos bénéfices sur les ventes que vous faites là. Et puis là, vous avez le rebond, le pullback, et vous vendrez les MA daily. Et puis ensuite, vous passerez en weekly. Et en weekly, les moyennes auront évolué et puis vous ferez un petit peu la même chose. Généralement, restez en daily, pour jouer les signaux au maximum parce que en weekly, vous êtes trop lissé. Le weekly, ce qui est important, c'est voilà, se dire, c'est plus l'écart type en fin de compte. Voilà, vous savez que le prix plus raisonnable du cacao, c'est dans cette zone-là. Donc dès que vous êtes très éloigné de ce prix-là, vous avez de grandes chances de revenir sur ça. Mais je referai des petits points techniques. On peut regarder par exemple sur le Nasdaq en 5 minutes. Alors je vous déconseille de faire du 5 minutes, ça sert à rien de changer de méthode. Utiliser oh, il bug là mon voilà. Nasdaq, voilà, Nasdaq 5 minutes. Donc là on voit bien en 5 minutes c'est compliqué de jouer, vous avez des faux signaux. Par exemple là, si je faisais du day trading, là j'aurais exploité ça. J'aurais favorisé les ventes puisque vous savez que je suis baissier sur les marchés. Donc là, bah, typiquement, vous avez un signal de vente ici. Bah, là, vous avez ce signal de vente là parce que vous avez baissé. Ça veut dire que là, si on prend ici, si je crossais, ici, si j'analysais le graphique, alors c'est toujours pareil. Beaucoup d'influenceurs sur Internet font la même chose et je suis contre ça. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer, c'est plus compliqué que ça en réel. Mais imaginons si le CAC était là. Là j'aurais été, ah bah là on a eu un signal d'achat, je joue le pullback, j'achète. Sachant qu'au fond, moi vous savez, pour des raisons économiques et fondamentales, je suis baissier. Ça veut dire que c'est pas l'analyse technique qui va vous dire dans quel sens vous allez jouer derrière. Généralement, quand il faut vendre les marchés sur des records historiques, tous les indicateurs sont à l'achat. Et pourtant, il faut vendre le marché en 2021. En août 2021, quand je vendais le marché, tout était haussier. J'avais aucune raison de vendre. C'est les fondamentaux qui m'ont dit de vendre. Donc là, on est là. Donc moi, je sais que ce rebond, c'est une opportunité pour vendre, puisqu'on voit bien que j'ai des ordres limites là. Des ordres limites qui sont placés par rapport à ma stratégie de vente de marché, par rapport à cette stratégie-là. Donc si je reviens en 5 minutes, j'aurais dit, bah, moi le signal d'achat, il ne m'intéresse pas, je vais attendre un signal de vente. Donc là, ça avance. Là, on a un mouvement baissier. Donc mouvement baissier, je ne vends pas là. Ici, si je vends à 4800 points, je sais que je vais perdre de l'argent, puisqu'on a eu le mouvement baissier. Ça baisse. Signal de vente.
Donc là, j'ai un signal de vente qui est en train de se faire. Hop, il y a. Là, on a vraiment le signal, les 3 MA qu'on a. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire ça. Je vais placer 3 ordres. Alors, j'en placerai qu'un sur le Nasdaq parce que le mouvement, ça peut payer vite. Ou alors, je serai obligé de mettre des stops plus serrés. Donc, je vais placer 2 ordres. Ici, je place 2 ordres et je vais me dire, bon, bah, je vais aller capter du gain. Moi, ce qui m'intéresse, je vais chercher un support inférieur, ce niveau-là. Là, on reste sur les MA. Donc, à partir de là, j'ai placé mes ordres. Voilà. Et mes gains, ils seront là. Donc, ça me fait, en gros, j'ai 16 euros et 17 euros. C'est quasiment une trentaine d'euros de gagné si je suis touché. Donc, voilà. Donc, là, je me dis, bah voilà, j'ai un signal. Je joue le pullback dans le sens de la tendance. Bon, c'est un signal qui est quand même, on est au-dessus de la SMA, mais sur du 5 minutes, la SMA ne veut pas dire grand-chose. Donc là, ça avance, ici. On a un rebond. Et là, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Que vous n'avez pas été touché. Ça veut dire que quand vous faites du trading très court terme, vous êtes obligé d'être devant les autres écrans. C'est pour ça que moi, j'aime pas faire ça. Parce que là, ce qu'il aurait fallu faire à chaque bougie, c'est descendre vos ordres sur les MA comme ça. Donc être devant, vous êtes là, vous attendez. Ça descend encore. Bah, je descends mon ordre. Ici. Et là, on pourrait même se dire, bah, tiens, j'ai un trou de marché en visuel. Je m'en mets même 3. Comme ça, j'équilibre. Ça me permet, si j'ai qu'un ordre de toucher, c'est bien. Si j'ai les 3, j'aurai un prix moyen intéressant. Là, vous descendez. Donc là, ici, vous êtes déjà ici sur le mouvement. Vous êtes ici, là. Voilà. Parce que vous êtes en signal de vente ici. Et là, vous dites, ah, j'ai une puissance en plus. On vient de casser la SMA avec une moyenne. Donc, je vends. Voilà, ça vend. Donc là, hop, vous êtes touché, là. Vous avez peut-être descendu un peu votre ordre ici. Voilà, vous êtes là. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez que vous avez des bougies avec une échine verte. Vous savez que vous êtes dans la phase de rebond. Donc, il y a de grandes chances que vos ordres soient touchés. Donc là, hop, vous êtes touché. Là, vous avez eu un ordre, 2 ordres de touché. Et là, ça baisse. Et là, vous venez chercher sur vos ordres limites les prises de bénéfices. Alors, faites attention, pareil, quand vous descendez vos ordres, bah, vous descendez aussi limite. Donc, nous, vous vous souvenez, tout à l'heure, on vendait ce niveau-là. Et vous captez, vous essayez de chercher 10 euros de gain, ainsi de suite. Et là, vous êtes toujours en signal de vente, hop. Et là, à un moment, hop, vous avez une tentative d'achat, le piège, toujours pareil, mais vous avez déjà pris des gains. Donc, alors, si vous avez pris des gains ici, rien ne vous empêche de revendre le prochain signal. Et là, vous revendez, puisque vous avez pris des gains là, sur les positions que vous avez là. Donc, revendre là, c'est comme si vos stops étaient largement dessus, et ainsi de suite. Mais là, on se rend compte que sur du très court terme, du day trading, c'est extrêmement compliqué, c'est fouillis. Je supprime mes ordres, parce qu'ils n'ont pas être là. Faut préférer, moi j'aime bien le H4, voilà, parce que voilà, je joue des grands mouvements et si je suis touché tant mieux, voilà, ce mouvement-là m'intéresse dans les MA, on voit bien, j'ai un ordre sur une MA, j'ai la MA là, je pourrais presque en mettre un ici, sur celui-là. Mais je favorise toujours cette zone-là, à cause du canal, et puis surtout les 38, les 61, c'est mes zones de vente comme beaucoup de traders. Mais je referai des points techniques, voilà, mais en gros, par exemple, quand vous êtes sur ce mouvement-là, même si moi j'ai joué des ventes sur ce mouvement-là, parce que je joue des fondamentaux et tout, mais par exemple si vous débutez en trading avec un compte démo, ben, quand vous avez les 3 MA qui ont croisé la SMA, ici vous ne pouvez plus vendre. À la rigueur, vous pouvez vendre là, ici, le pullback ici. Vous avez la baisse, donc travaillez toujours en 2 temps sur le marché. Vous avez un signal de vente ici, donc là, vous ne pouvez pas vendre ici, c'est parce que ça a baissé que vous avez votre signal de vente. Donc vous êtes toujours obligé d'attendre des pullbacks et il y en a toujours des pullbacks. Donc voilà pour le petit point en vidéo. Donc voilà ce que je vais faire la semaine prochaine. S'il y a des rebonds, je vendrai et je vise toujours mes objectifs moyen-long terme. Sur ce, je vous remercie pour le pouce bleu sur la vidéo, vos commentaires d'encouragement et puis on va essayer de voir si on arrive à passer les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et sur le groupe Facebook, merci à tous pour votre sympathie, les échanges agréables que j'ai avec vous. C'est toujours super sympa de rentrer du travail le soir et de se connecter, de pouvoir voir vos messages. Et surtout, félicitations énormes à tous les membres de la communauté TraderVo qui m'ont montré des performances exceptionnelles. Sachez que peu de traders font des performances comme vous avez fait. Donc je pense que vous êtes en train d'acquérir une bonne méthode de trading, une bonne psychologie. Donc c'est très très bien. Sur ce, je vous dis à plus tard sur le groupe Facebook Trader Pro. À bientôt.